Vous avez peut-être vu ce film En guerre de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon. Ce sont des histoires d'ouvriers qui se battent contre la fermeture de leur usine. Eh bien, ça ne se passe pas qu'au cinéma et ça se passe souvent dans la réalité. Ce soir, nous allons parler d'une usine et de ses travailleurs qui se battent contre la fermeture décidée par la multinationale malgré ses énormes profits de 7,6 milliards en 2017. Il s'agit de l'usine Ford de Blanquefort. Philippe Poutou, bonsoir. Vous êtes là pour nous en parler. Vous êtes vous-même ouvrier à Ford Blanquefort, c'est dans la Gironde, et vous êtes par ailleurs militant du NPA et candidat aux élections présidentielles pour ce nouveau parti anticapitaliste. Avec vous, Béatrice Walilot, également militante du NPA, enseignante, professeure des écoles, et vous êtes là parce que tous les deux, ensemble, vous préfacez ce petit livre qui est sorti en septembre sur cette lutte avec une petite dizaine d'auteurs qui sont venus, qui sont intervenus, dont François Morel, dont Guillaume Meurice et bien d'autres, les Pinson Charlot, etc. Et des dessinateurs aussi qui ont accompagné la lutte et qui accompagnent un journal que vous avez fait, un journal qui utilise la satire, qui s'appelle Bonne Nouvelle, si je ne me trompe. Alors en quelques mots, Mediapart l'a raconté, cette histoire, avec Justine Brabant, en juin dernier. Alors en juin dernier, notre titre était un peu pessimiste. À Blanquefort, l'usine Ford ferme sans bruit. 872 salariés, décision de fermeture tout à fait catégorique. Et puis, entre-temps, il s'est passé des choses. Tout d'un coup, les ouvriers, ils ont eu le renfort de Bruno Le Maire et d'Alain Juppé, qui font front commun avec Philippe Poutou, Alain Juppé, le maire de Bordeaux, et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et est tombée tout récemment cette nouvelle que Ford, pour l'instant, suspend sa décision de fermer Blanquefort. En quelques mots, d'abord, pour commencer, Philippe Poutou, deux questions simples. Pourquoi combattre cette fermeture et comment l'éviter, puisque Ford a l'air très décidé? C'est sûr que c'est compliqué parce qu'en fait tout est fait pour qu'on accepte ce genre de choses. Le fatalisme, la résignation étant bien présent chez tout le monde, y compris donc chez la plupart des salariés. Et c'est vrai qu'il y a toute une machinerie qui est en place depuis très longtemps pour nous faire baisser la tête. Et puis il y a des lois économiques, soi-disant, qui font qu'on ne peut pas éviter des fermetures d'usines parce que c'est les lois de la concurrence, les lois de la compétitivité. Et donc on est dans une ambiance comme ça où on ne peut pas s'opposer à ça. Et en fait, en plus, on a Ford qui a bien préparé la situation, parce que Ford veut partir depuis une dizaine d'années, parce qu'ils ont déjà cherché à fermer l'usine en 2008. On avait réussi. Et c'est une longue lutte qui a commencé en 2007. Ouais, c'est ça, 2007. Ouais. Et Ford a voulu partir. Ils ont réussi à partir, mais un an après, ils sont revenus parce que le repreneur qu'ils avaient trouvé était un repreneur bidon. Enfin voilà, il y a eu tout un concours de circonstances qui fait que Ford est revenu et la bataille a continué. Et là, aujourd'hui, Ford retente de partir. Alors, c'est une usine qui fabrique des boîtes de vitesse. Voilà, des boîtes de vitesse automatiques. On est aujourd'hui 800 et quelques salariés. On a, comme dans plein d'usines, on a à peu près le même profil. On est vieux, on a 51 ans de moyenne d'âge. On est beaucoup moins nombreux qu'avant. Enfin, voilà, on voit aussi le résultat de logiques économiques qui sont en place depuis longtemps. Réduction des effectifs, dégradation des conditions de travail. Et donc, ça explique en grande partie aussi une sorte de fatigue qui existe chez les salariés, une sorte de désespoir, de mal-être qui fait qu'aujourd'hui, il y a une difficulté de se battre pour défendre son boulot parce que c'est tellement lamentable tout ce qui se passe qu'en fait, il y a aussi un aspect de fuite en avant et de se barrer. Et les patrons, ils comptent là-dessus. Et donc, Ford a bien manœuvré pour faire en sorte qu'au moment où ils annoncent la fermeture de l'usine, finalement, c'était une idée qui était déjà dans la tête de tout le monde et qui est acceptée presque par avance. Et donc, la difficulté qu'on a, c'est comment au moins un noyau de salariés, de militants, démarre la lutte pour s'opposer à ça et pour arriver à expliquer que c'est complètement injustifiable et complètement illégitime. Parce que l'argument de Ford, c'est quoi son argument Mais l'argument, c'est que voilà, il regroupe les productions, il rationalise la production, il ne nous parle même pas de compétitivité parce que là où ils sont sympas, Ford, c'est qu'ils disent qu'on est des bons ouvriers, qu'on travaille bien, qu'on est compétents, qu'on assure comme il faut, mais voilà, ils n'ont plus besoin de nous. Et donc après, là-dedans, c'est comment on arrive à allumer une mèche de résistance, comment on arrive à redonner la pêche aux collègues et à mener un véritable combat en disant, nous c'est notre boulot et au-delà du boulot, c'est pas juste une question de salaire, c'est une question de dignité, c'est une question aussi de place dans la société, enfin de jouer un rôle dans la société. Et donc c'est toute cette dignité-là et cette légitimité qu'on essaie de retrouver dans la lutte. Et donc le pourquoi se battre, c'est tout simplement pour ça, c'est notre vie, c'est notre avenir. Mais par contre, c'est très dur et il faut arriver à donner des forces à tout le monde pour oser relever la tête et oser dire merde et oser dire non. Ça a été le titre, je crois, d'un de vos bouquins, de dire non. Et voilà, c'est ça. Et ça, c'est difficile. Mais Ford, vous, pour trouver
convaincre tout le monde, il faut trouver une réponse. Donc votre réponse, c'est chercher un repreneur, c'est trouver quelqu'un d'autre, puisque Ford veut s'en aller. Vous ne pouvez pas, le moyen de le tordre le bras, ils sont inatteignables. On a essayé, on a perdu cette première phase, on a essayé d'empêcher à ce que Ford aille au bout de sa logique de fermeture, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas annoncer la fermeture. On n'a pas réussi ça. Ford, en février et en juin, en 2 temps, ils ont annoncé la fermeture. Donc on a perdu cette première bataille. Maintenant, évidemment, si on veut sauver l'usine, parce que le combat c'est ça, c'est sauver l'usine et le plus d'emplois possible, des centaines d'emplois, parce qu'il n'y a pas que les 800 emplois, il faut parler des emplois induits, c'est à peu près 3000 emplois induits dans la région. Bon, donc pour sauver cette usine-là, ça pose forcément le problème d'un repreneur. Voilà. Donc on se bat pour une reprise de l'usine maintenant. On a reculé d'un cran parce qu'on n'est pas assez fort pour imposer le reste. Et maintenant, c'est cette bataille-là. Voilà. Et alors, ce que fait Ford, si j'ai bien compris, j'ai vu que Juppé se mettait en colère en disant « nous malades, ces gens de Ford nous baladent », c'est-à-dire qu'en fait, Ford veut fermer l'usine, mais ne veut pas de repreneur. Voilà. Et pourquoi? Pour assécher la concurrence? Pour ne pas garantir de commandes à ce repreneur? Pourquoi? On ne pense pas que ce soit ça, c'est peut-être qu'il y a cet aspect-là, mais on ne pense pas que ce soit ça. Mais en fait, on pense que Ford veut se débarrasser de cette usine-là, qui est un cauchemar pour lui, parce qu'il a voulu s'en débarrasser déjà, il n'a pas réussi. Et là, il a tout préparé pour finalement annoncer la fermeture au moment où il pensait que c'était mûr, c'est-à-dire au moment où il pensait qu'il n'y aurait pas de résistance, que tout le monde dirait, ben oui, c'est vrai, il n'y a pas le choix, bon, autant négocier des primes de départ, parce que c'est souvent ça qui se passe, quand on n'arrive pas à imaginer qu'on peut sauver son boulot, ben on négocie des primes de départ. Et Ford a tout fait pour que ce soit ça. Et sauf qu'il y a une résistance, on s'est battu, et ce que vous parliez de Juppé ou de Le Maire, c'est aussi le résultat de notre bataille. C'est qu'à partir du moment où on dénonce cette fermeture-là et qu'on la dénonce comme illégitime et qu'en plus on dénonce les aides publiques, parce que Ford a encaissé 50 millions d'euros d'aides publiques en 5 ans. Ils font des profits et en plus, ils ont pris de l'argent public. Et donc ça oblige les pouvoirs publics à avoir une posture un peu différente. D'habitude, les pouvoirs publics ils disent « Ah, on n'y peut rien, écoutez, c'est la fatalité, on est impuissant ». Et là, on a bousculé un peu Juppé, Rousset et Le Maire en disant « Vous ne pouvez pas dire ça ». C'est le président de la région socialiste. Rousset, voilà. Et donc, en fait, du coup, on a essayé de faire en sorte qu'ils ne puissent pas tenir cette posture d'impuissance et de dire à un moment donné ils ont un rôle à jouer, un rôle d'essayer d'imposer à Ford autre chose. Et c'est d'où l'énervement de Juppé et de Le Maire qui disent Ford nous a trahis, c'est pas possible, sauf qu'ils savent depuis longtemps ça. Cette histoire-là, ils la connaissent. C'est pas un scoop, c'est pas une surprise que Ford voulait partir. Donc voilà, on essaie de créer des conditions qui ouvrent des brèches et qui permettent à nous d'espérer, d'avoir une perspective, parce que c'est ça qui nous manque, c'est se dire on peut sauver cette usine-là. Voilà. Et là, on essaie de foncer à fond sur cette brèche du repreneur. Alors, Béatrice Walilot, dont vous êtes donc enseignante, je le rappelle, donc vous vous occupez de la mobilisation autour de ce combat, de la société, pas seulement de ceux qui travaillent dedans. Philippe Poutou a employé une expression en disant cette usine, c'était un cauchemar pour Ford. Alors, pourquoi c'est un cauchemar pour Ford? Et par ailleurs, comment arriver à faire sentir à ceux qui sont fatigués, si j'ai bien compris, 50 ans, ça fait 10 ans que ça dure, on va prendre la prime, comment faire que la mobilisation autour donne envie de se battre? Alors pour la raison, pour le désengagement de Ford, je n'ai pas forcément beaucoup de réponses. C'est-à-dire qu'en effet, je pense qu'il y a le côté où ils se croient un peu tout permis et qu'ils ont envie de partir. Un tableau Excel sur les profits, voilà, sur exactement. la rentabilité. Et puis voilà, cette usine ne les intéresse plus depuis pas mal de temps. Je pense qu'en plus, alors je ne sais pas si l'équipe militante de Ford, donc la CGT, qui est quand même assez combative, les embête vraiment, et puis que peut-être que ça permettrait aussi de se débarrasser de cette entreprise. Après, sur la mobilisation... Ils ne vont pas fermer l'usine uniquement parce qu'il y a une section syndicale, CGT et Philippe Poutou, non? Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que, pourquoi est-ce qu'il y a une autre usine en Belgique qui avait fermé aussi? Alors pourquoi est-ce qu'ils avaient fermé? Je pense qu'il n'y a pas forcément de logique réelle, et puis qu'ils veulent regrouper en effet leur production ailleurs. Mais c'est des engagements de l'Europe, en fait, semble-t-il. Je pense qu'il y a de ça. Après, je ne suis pas dans les petits papiers de Ford non plus. Mais sur la mobilisation, alors moi, j'organise pas forcément la mobilisation. J'ai participé à la coordination du livre, notamment. Là, le truc, c'est qu'on est... il y a une déclaration de guerre, hein. C'est-à-dire que quand ce que vous disiez là en citant le film de Stéphane Brisé, en effet, je pense qu'on est réellement dans une guerre quand Ford se désengage en février de Blanquefort. Il y a une guerre sociale, et dans une guerre, je pense qu'il y a ceux qui luttent directement et qui sont concernés directement, donc qui sont les salariés, et en effet, ils prennent ça en pleine figure parce qu'ils vont perdre leur emploi, ils vont perdre un emploi, c'est aussi un salaire, c'est aussi une situation sociale.
Voilà, donc il y a ça. Et nous, la société, justement, on est là pour apporter du soutien. D'où l'intérêt justement d'avoir fait ce livre, c'était mobiliser plus généralement, parce que une guerre, il y a besoin d'alliés. Et l'objectif, c'était de créer des alliés pour mener cette guerre contre cette entreprise, mais c'est aussi toutes les entreprises, toutes les usines qui ferment globalement, quoi. Donc, oui, parce que c'est des textes d'écrivains très forts, hein, pour certains. Il y a des chroniques très fortes. On a eu de la chance pour le coup d'avoir ces participations-là. Et puis c'est surtout que c'est pas inéluctable, c'est-à-dire qu'en effet, c'est des camps qui s'affrontent. Et ce livre a eu donc c'était mobiliser des intellectuels, des artistes, et puis par là même mobiliser les médias, parce que mener une lutte sans qu'il y ait les médias, c'est plus difficile, parce que moralement, c'est compliqué quand il n'y a pas de relais, parce que les médias, on sait que c'est ce qui fait connaître globalement la lutte. Donc ce livre a eu pour objectif ça aussi, de perdurer un peu faire connaître en tous les cas la lutte, quoi. Et tous ceux qui ont écrit dans ce livre sont venus sur le terrain, dans l'usine, puisque j'ai vu qu'il y avait eu des journées avec des conférences, les Pinsons Charlot étaient venus, etc. Voilà. Ils sont venus. Il y en a qui sont venus, donc il y a Serge Alimi qui est venu faire un débat avec du Monde diplomatique, avec les Pinsons Charlot, qui sont venus discuter avec notamment une grande partie des salariés. Et c'était ouvert aussi globalement à la population. Il y a Bernard Lavillier qui a fait un concert de soutien, ce qui a permis une grande médiatisation pour le coup. Et puis il y a Didier Super qui participe au livre aussi et qui s'est déplacé pour faire un spectacle. Et sinon, non, les autres, ça a été des rencontres sur des salons du livre. En fin de compte, on y est allé un peu franchement en les sollicitant, en disant que voilà, on avait vraiment besoin d'eux et que leur rapport avait vraiment un intérêt. Voilà. Et à la date d'aujourd'hui, puisqu'ils ont annoncé qu'ils suspendaient, ça veut dire quoi, la suspension de cette fermeture, cette déclaration du 17 octobre? Moi, j'ai tendance à dire que c'est plutôt, ça peut être un bon signe. Après, voilà, c'est plutôt Philippe qui est en contact réellement dans les. C'est clair que ça. C'est qu'on crée. On est un peu surpris nous-mêmes de l'évolution des choses, parce que on a cette idée qu'en fait, il faut un rapport de force pour empêcher une fermeture d'usine. Et donc, ça veut dire une grosse mobilisation, des grosses manifs, une grève, un blocage d'usine, ce qu'on avait fait en 2008. Là, il n'y a pas de grève. On n'y arrive pas. Il y a eu des débrayages, des journées de lutte, de grève, des manifs. On en a fait 4 sur Bordeaux. Enfin, on a été manifesté à Cologne, on a été manifesté à Paris au Salon d'Auto, donc on fait des choses. Mais ça ne suit pas. Mais voilà, on est, pour être sincère, on est une minorité à avoir la force de se battre. Ça ne veut pas dire que les autres... Tout à fait, dans l'usine. Alors on essaie de créer des ponts, on essaie de monter avec des camarades syndicaux d'autres boîtes, on essaie, et puis parce qu'en plus c'est aussi l'idée du bouquin, c'est comment on crée du lien autour, c'est comment en fait la fermeture d'usine, ça concerne tout le monde, c'est pas juste les salariés de l'usine, ça concerne la population autour. Donc il y a tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas en situation de force. Mais malgré ça, on arrive à bousculer les choses. On arrive à bousculer un peu les pouvoirs publics, l'État, y compris le gouvernement, qui fait que le maire s'est senti obligé d'aller à l'usine pour dire regardez, ça c'est vrai, on est avec vous. Et même Juppé et la maire ont dit carrément on soutient les actions syndicales. Enfin, c'est quand même pas d'habitude ce qu'ils sont en train de dire, quoi. Donc on arrive quand même à bousculer les choses. Et du coup, on arrive un petit peu à mettre Ford dans une posture délicate. Et c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que Ford veut fermer l'usine. Ils ne veulent pas de repreneur. D'ailleurs, c'est l'État qui trouve un repreneur, ce n'est pas Ford. Ford qui était censé en chercher un. Ford n'en cherche pas et n'en veut pas. L'État lui met ça dans les pattes. Donc Ford est obligé de se dépatouiller de ce repreneur alors que Ford n'en veut pas. Et donc on a créé cette situation-là. C'est notre résistance qui l'a créée. Sur quoi ça va aboutir ? Ça va être compliqué parce que pour l'instant, on a plutôt tendance à penser qu'on n'y arrivera pas. Mais bon, ceci dit, voilà, le problème est là. Et donc Ford, en fait, ne suspend pas sa fermeture d'usine. C'est juste une déclaration qu'ils ont faite où ils montrent qu'ils ont du mal à assumer en disant, voilà, on va la fermer quand même. Ils ne peuvent pas dire ça. Donc, mais la réalité est que pour l'instant, leur logique, c'est de la fermer. Ce que vous dites en répétant à plusieurs fois, on est minoritaire, c'est difficile, etc., c'est la tonalité de votre introduction. Hein. Vous dites, ils essayent de nous avoir à l'usure, ils vont peut-être y arriver. Et après, il y a le volontarisme du lutteur qui arrive derrière. Dans l'usine même, qu'est-ce que vous dites aux camarades qui justement ne se mobilisent pas? Qu'est-ce qu'ils vous disent d'abord? Pourquoi ils disent cette fois-ci, j'y vais pas? Et comment vous leur répondez? Mais c'est sûr que ça, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'au jour le jour, on voit comment les choses évoluent et toute la difficulté qu'il y a. Parce qu'en fait, nous, quand on est une équipe militante, notre boulot, c'est d'essayer de donner de la pêche et d'organiser les trucs. Et puis quand on n'y arrive pas, forcément, nous, on se remet en cause. On se dit, mais on est con, on ne sait pas expliquer les choses, on ne sait pas entraîner. Voilà. Donc, il y a déjà ça. Même nous, on en prend un pet. Quand on fait un débrayage et qu'on n'est pas nombreux, on se dit, merde, comment ça se fait? Alors, qu'est-ce qui vous dit? Après, ce qu'on constate, c'est qu'il y a la résignation, c'est vrai que on ne sait pas trop ce que ça signifie, mais il y a une grosse
un gros sentiment de fatalisme. Et il y a l'usure et le fatalisme qui se mélangent. Et donc, on a des collègues qui n'ont pas la force de se battre, qui sont écœurés, qui sont parfois en colère, mais voilà, il y a quelque chose qu'on a. Mais c'est pas qu'à Ford, hein, on le voit aussi dans pas mal de boîtes, d'usines, ou même pas que sur la question des luttes sur l'emploi. On voit aussi, malheureusement, pas mal de mouvements où c'est une minorité. Mais c'est ça, on ne sait pas faire. Voilà. On constate les dégâts. On constate qu'aujourd'hui, il n'y a pas même le sentiment de légitimité de se battre, de se défendre. En fait, on est tellement écrasé par la propagande patronale ou la propagande ultralibérale qu'on n'a plus la force de relever la tête. Ceci dit, on essaie quand même. Et les rapports, comme vous vouliez savoir comment ça se passe avec les collègues, il y a quand même une forme de résistance. Aujourd'hui, par exemple, dans l'usine, la production, il n'y a plus rien. Aucune boîte de vitesse qui sort. Il n'y a pas de grève, mais ça marche pas. Voilà, il n'y a pas de grève, mais ça a démarré dans un secteur, à la ligne d'assemblage, ça s'est généralisé. Et là, aujourd'hui, ça fait 2-3 semaines, il n'y a plus rien qui sort. Et là, le patron, il est complètement désemparé. Elle ne produit plus. Alors qu'il n'y a pas de conflit en réalité, mais et il y a des trucs très marrants à raconter. C'est une sorte de grève cachée, perlée. Et le patron ne sait pas comment. Et comme Ford a vraiment envie que son PSE, qui se termine en décembre, son plan de sauvegarde de l'emploi, mais qui est une absurdité, c'est un plan de licenciement de fermeture d'usine, comme ils veulent que ça se passe très bien, ils essaient de ne pas créer des étincelles. Et là, pour l'instant, ils gèrent. Ils laissent faire, donc les gens ne bossent pas, et donc ils n'interviennent pas pour l'instant. Mais ce qui est terrible, c'est que par exemple, il y a des grands cadres qui sont venus essayer de remettre les gens au travail, parce qu'il faut savoir qu'un patron ou un cadre, pour eux, un ouvrier, c'est fait pour bosser. C'est pas normal de payer un ouvrier à rien faire. Ils comprennent pas ça. Ils veulent fermer une usine, mais un ouvrier, ça doit bosser jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. C'est ça qu'ils veulent. Et donc les cadres, ils viennent et ils font des réunions pour essayer de dire il faut bosser parce que si vous bossez pas, la fermeture va être plus rapide. Enfin des trucs comme ça. Et ce qui est intéressant là aujourd'hui à l'assemblage par exemple, il y a des équipes de collègues. Ils écoutent les chefs comme ça. Ils gueulent pas. Ils disent rien. Des fois, il y en a qui se retournent. Et puis quand le chef a fini de parler, il dit alors personne ne parle et tout le monde s'en va. Et là, c'est super à voir parce qu'il y a ce côté où au final, il y a une forme de résistance, sans gueuler, sans... Donc il y a de la résistance, il y a de l'écœurement, il y a une forme, même des fois les collègues ils font bloc, mais sur les actions collectives, c'est plus difficile à organiser. Mais peut-être qu'on est dans une période où ça pourrait basculer, mais ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui manque, c'est l'espoir en fait. C'est la crédibilité de sauver son emploi. Et ça, si c'est pas crédible, si on n'arrive pas à montrer que c'est possible, les collègues ils disent ben non, ça sert à rien. Mais voilà, donc on est dans cette difficulté-là. Justement, à propos d'espoir, il y a un autre mot que vous utilisez. Je vais demander à Béatrice de Walilo de le commenter. C'est la fin de l'intro. Vous avez chacun fait une introduction. Et Philippe Poutou écrit « Nous n'avons rien à perdre, la bataille est complètement légitime, il nous manque juste un peu de confiance en nous, ce que vous venez de dire, le sentiment qu'on peut être une force collective. » Et il dit ceci « Il nous manque un déclic pour que la roue tourne, pour changer le rapport de force. » Béatrice, c'est quoi un déclic d'un point de vue syndical, politique? C'est quoi le déclic dont parle Philippe justement, Poutou? Je pense que quand il parle des résistances un peu... donc il y a l'équipe militante qui organise des manifestations, qui organise voilà, le travail syndical global. Et je pense que moi, le petit déclic, il peut venir de petites résistances comme ça, où les gens prennent conscience de se dire qu'ils ont du pouvoir. Déjà de plus répondre à son chef, c'est déjà refuser la domination. Et rien que ça, on inverse quand même ce rapport de hiérarchie. Et à partir du moment où on accepte de dire non à son sous-chef, ou je sais pas comment ça... Enfin voilà, il y a un rapport de hiérarchie quand même. Et je pense que déjà, on reprend confiance en soi en se disant, voilà, si on arrive à dire non à lui, on pourra dire non plus haut. Enfin, je pense que ça peut jouer dans ce rapport de déclic. Après, c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi le fait d'aller chercher ailleurs, en dehors de l'usine. C'est-à-dire que vraiment, moi, je crois beaucoup au fait il faut que cette bataille elle soit collective, mais comme on disait tout à l'heure, pas forcément que sur Ford, mais globalement, que ce soit un débat dans la société, que le rôle d'une entreprise peut pas fermer comme ça, dans le silence, comme on peut pas fermer une école, comme on peut pas fermer une maternité. C'est général, c'est une bataille générale. Et prendre conscience qu'en effet, on a du pouvoir, chaque individu, et puis tous ensemble, on arrive à faire en sorte de batailler. Mais c'est vrai que quand on fait des manifestations, il y a eu des manifestations qui ont été importantes, mais les salariés ne sont pas forcément venus. Pourtant, c'était un samedi après-midi. Tout était réuni pour que les gens viennent. Mais je crois qu'en effet, s'ils prennent conscience que juste par des petits actes, il y a déjà de la résistance, quoi. Ma question sur le déclic, Philippe Poutou, était une façon de faire transition entre aussi l'ouvrier syndiqué, CGT, premièrement se battre, c'est le premier engagement, être syndiqué,
c'est l'engagement le plus essentiel. N'oubliez pas, il faut toujours se syndiquer, mais ça c'est mon point de vue, mais je vous le dis. Et c'est là que se jouent les choses, avec d'autres qui ne pensent pas comme vous, etc. Mais c'était une façon de faire une transition avec votre autre engagement indissociable, qui est un engagement politique. Est-ce que dans ce sentiment de rapport de force défavorable, cette quête justement du déclic, ne pèse pas aussi le contexte général de l'état des forces de l'émancipation, de ce qu'on appelle les gauches en général, mais de ceux qui, en général, sont toujours de ce côté-là, du combat des ouvriers, du combat des femmes, du combat des minorités. Est-ce que derrière ce mot déclic, il n'y a pas aussi cette lassitude-là ? Ah ouais, parce on a de toute façon tous conscience que ça fait des années qu'on subit. Et dans le mot déclic, il y a le constat qu'aujourd'hui, en fait, on a une succession de défaites. De manifestations, de mouvements sociaux qui ont été perdus. Et même si la défaite, c'est toujours à relativiser, parce que quand il y a une résistance ou quand il y a une lutte, c'est pas 100% une défaite. Il y a eu une tentative de s'opposer. Mais c'est vrai qu'au résultat, on prend les coups dans la tête. Et donc, du coup, les équipes militantes en général, ou partout où on se trouve, quel que soit le problème auquel on est confronté, on a cet espoir qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et qui fait tourner la roue dans l'autre sens. Et on attend ça, en fait, depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en est là. Donc, la lutte qu'on mène, nous, à Ford, contre la fermeture des usines, c'est un échantillon de ce problème-là. Et ça montre qu'en fait, on a tous à peu près la même difficulté. Et alors, comment à un moment donné, ça change ? Et voilà, nous, on cherche. Et c'est pour ça que ce que disait Béatrice, c'est que plus on tente de choses, plus on fait, plus le bouquin, c'est peut-être le début d'un déclic. Le concert avec Lavilliers, avec Didier Super, avec des chanteurs locaux, même si aujourd'hui on ne voit pas, mais peut-être que c'est des choses qui se mettent en place dans la tête des gens. Et là, nous, c'est ce qu'on fait sur Ford et sur Bordeaux. Mais aujourd'hui, ceux qui aident les migrants, ceux qui s'affrontent aux identitaires d'extrême droite pour dire si on défendra les migrants, ou ceux qui mènent des batailles écologiques comme à Notre-Dame-des-Landes, on oublie vite, mais il y a quand même une belle victoire à Notre-Dame-des-Landes. Tout ça, c'est peut-être quelque chose qui se construit. Et tous ces exemples-là, peut-être qu'au fil du temps, ils vont redonner de la confiance et puis ils vont aider à ce qu'il y ait un mouvement social qui se reconstruise. Parce qu'on discute beaucoup élections en ce moment, parce qu'il y a les européennes qui arrivent. Mais à notre avis, le premier des problèmes, c'est comment le mouvement social lui-même se reconstruit. Comment on arrive à recoordonner des équipes militantes, comment des équipes militantes retrouvent des forces autour d'elles et arrivent à faire du lien entre telle ou telle lutte et à bien mesurer qu'il y a une guerre. Et la guerre, c'est pas que Ford contre nous, c'est qu'il y a une guerre dans la société pour écraser la population, pour écraser les plus pauvres. Et comment on arrive à un moment donné à se dire, mais si, on va... Vous voulez dire que plus... Pardon, allez-y. Non, je dis, on peut y arriver, prendre conscience que c'est possible. À partir du moment où il y a une guerre, c'est qu'il y a deux camps et que quand il y a deux camps, il y a possibilité de gagner. Enfin voilà, c'est de résister en tous les cas. Mais ce que vous vouliez dire aussi, c'est qu'au fond, dans ce contexte où on parle de la division des gauches, les listes européennes, etc., pour vous, ce n'est pas ça la bonne question. La bonne question, c'est le rapport de force dans les luttes sur le terrain. À la base, ouais, mais c'est quand même une bonne question. Et évidemment, on n'est pas indifférent. Là, on a discuté juste avant de venir ici, dans les couloirs. C'est vrai qu'il y a ce sentiment-là de d'éparpillement, donc qui nous rend fragiles. On voit une extrême droite, une droite arrogante, même violente, pas que dans les propos. On voit une violence dans la société aujourd'hui, ne serait-ce que contre les migrants ou les préjugés, enfin l'oppression sexiste, homophobe et tout ça. Donc on voit qu'il y a une violence. Et nous, on est là comme des cons, j'allais dire. Comment on fait pour se défendre ? Donc, du coup, c'est légitime que la question de l'unité de la gauche à une élection, elle se pose et qu'elle soit recherchée. Quelle est votre réponse à vous ? Nous, on aimerait bien, évidemment, mais sauf que c'est un gros chantier. Parce qu'en fait, ça voudrait dire quoi, la gauche ? Comment on fait les bilans de ce qui est passé, parce qu'on veut bien regrouper, reconstruire, mais ça pose le problème des bilans de ce qui a été fait récemment, et puis qu'est-ce que ça voudrait dire un gouvernement de gauche, une politique de gauche. Enfin, il y aurait tellement de choses à discuter et on est tellement dans l'urgence à chaque fois qu'on a l'impression qu'on n'a pas le temps de tout discuter, de tout remettre en ordre pour pouvoir... Concrètement, il n'y aura pas de liste du NPA ou il y aura une liste du NPA nous, on aimerait bien, parce que sur les européennes, on aimerait bien justement affirmer l'ouverture des frontières, la liberté de circulation, donc en première, la question des migrants, évidemment, du drame vécu par les migrants, mais on aimerait bien aussi mener ce combat contre l'austérité, contre les politiques ultralibérales, cette Europe qui est ultra-violente en fait, où on voit cette Europe des banquiers contre les peuples. On a vu la Grèce, on voit l'Espagne, on voit l'Italie, on voit les extrêmes droites qui prennent leur place et tout ça. Donc on a envie d'être là pour dénoncer tout ça et pour appeler à la révolte, appeler à la lutte anticapitaliste et puis appeler à la solidarité entre les peuples. Donc on aimerait bien être là. Tout seul, on sait que... Ça va faire encore plein de listes, plein de petits scores. Bien sûr, alors on discute avec Hello. Vous êtes avec tous vos
ouvrière. On discute avec Hello. Alors après, on se rassure un peu. On se dit si on pouvait regrouper 2 petits bouts, ça serait déjà pas mal. Mais Hello, visiblement, on veut pas trop. Alors bon, et puis qu'est-ce qu'on fait après si on est avec Hello même? C'est sûr qu'on se rend bien compte qu'on est dans une position assez défavorable. Mais bon, après, comment on fait? Nous, on est ouvert aux discussions, ça c'est sûr, hein, mais avec tout ce qu'on appelle la gauche ou la gauche radicale. Mais on voit, tout le monde mesure bien le chantier quand même, quoi. Et puis là, vous avez vu, se rajoute le parti Place Publique, voilà, et qui pose un problème qui est légitime, mais qui semble aussi le compliquer par ailleurs, parce que ça se fait sur des bases qui sont pas forcément très claires non plus. Donc voilà, donc c'est. Mais c'est vrai que la question du rapport au mouvement social, elle est primordiale parce qu'on sent bien que c'est ça le rôle déterminant, c'est que s'il n'y a pas la force de la population, si on ne se sent pas capable de se défendre au jour le jour, y a un lien, quoi. Le rapport de force électorale, il dépendra du rapport de force sociale dans la rue au quotidien. Une dernière question à vous deux, parce que vous avez spontanément fait le lien. Pour vous, ça va ensemble de se battre pour des emplois ici, sur le terrain social, et se battre aussi pour l'accueil des migrants. On n'oppose pas l'un et l'autre. Oui. Je ne sais pas si Béatrice veut répondre. Non, mais je dis ça parce que vous savez bien que ça traverse, y compris la gauche. Genre, faut protéger le travailleur français d'abord. On entend ça. Hein. Donc, quelle est votre réponse à ça? Ah non, je pense que justement, on s'est rendu compte, il y a eu des enquêtes, c'était quoi, c'est la CGT qui avait fait ça, sur l'apport de l'immigration, de se rendre compte que ça, justement, c'était plus riche, ça apportait plus que ça ne coûtait. Donc, non, bien sûr, je pense qu'il ne faut surtout pas opposer à ça. Après, la discussion sera plus de se dire la répartition du temps de travail, à la rigueur, pour que tout le monde puisse travailler. Ça, c'est un autre sujet. Mais que, non, bien sûr, l'accueil des migrants, ça va de soi. Et ça va complètement ensemble, parce qu'on le voit d'ailleurs, parce que quand on parle de la faiblesse même de notre classe sociale face à Ford, ou quand on a du mal à se défendre, les divisions qu'il y a, c'est lié aussi à la montée du racisme qui en rajoute à des divisions. Et donc l'opposition salariés français, salariés étrangers, on la paye dans une lutte, parce qu'en fait, plus on est fragilisé, moins on est solidaire, moins on a cette vision finalement de camp social, de fierté d'être du camp des opprimés, moins on se défend, même pour notre emploi, ou même défendre un service public. Donc on voit bien que tout est lié, et que plus on sera solidaire, plus on affirmera ça, plus on aura un camp social qui sera fort et qui pourra se défendre. Merci à vous deux. C'est chez Libertalia, ce livre que vous avez conçu pour faire connaître cette lutte des forts de Blanquefort. Et puis, restez avec nous. Nous allons maintenant parler du résultat du référendum en Nouvelle-Calédonie.